Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un épisode highlight avec mes camarades Benjamin Carlier de Olbia et Christophe Le Petit du C2S. Bonjour messieurs. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être de nouveau avec moi sur cet épisode. C'est un peu le feu de l'actualité du sport et on aime bien ça, on aime ça. On aime décortiquer ce qui se passe dans cet écosystème avec 5-6 gros sujets qu'on voudrait aborder. Évidemment, la LFP, la Ligue de football professionnel qui est un petit peu en feu avec les nouvelles propositions de la FFF, l'arrivée de Taverneau, ce projet de chaîne propriétaire, on va y revenir. 2 clubs parisiens en Ligue 1, c'est une grande première avec l'accession et la promotion du Paris FC en Ligue 1. On va voir quel est l'impact pour le football français et pour le sport en général de ces 2 clubs professionnels de football sur la France. On a aussi un gros sujet élection puisqu'on aura bientôt nouvelle ou un nouveau patron du CNOSF. On a une nouvelle patronne du CIO. Est-ce que ce sera une femme à la tête du CNOSF? On verra. On voulait aussi aborder l'inquiétante baisse des subventions suite au rapport de Hand et l'impact sur le sport en général. Et enfin, on va aborder les grandes recommandations du comité stratégique du sport français sur un horizon 2030. Est-ce que ça vous va comme programme? C'est parfait. Allez, on commence. Je te propose, Christophe, de peut-être commencer par le sujet LFP, FFF, ministère des Sports. En tout cas, il y a un grand projet de reprise en main du foot français par le mouvement fédéral, à savoir la FFF. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu ce qui se passe? Tout ça s'inscrit effectivement dans le cadre des turpitudes du football professionnel que le secteur connaît depuis quelques mois maintenant. Il y avait eu beaucoup de sujets autour des droits télé. Il y a eu le rapport sénatorial Lafont-Savin qui avait fait un certain nombre de propositions d'évolution de la gouvernance. Il y a eu l'épisode des élections à la LFP au mois de septembre dernier qui a aussi fait beaucoup parler. Tout ça mis bout à bout, Philippe Diallo, donc le président de la Fédération française de football, avait souhaité impulser des groupes de travail qui mettaient autour de la table l'ensemble des clubs professionnels pour réfléchir à des évolutions dans la gouvernance du secteur. Donc il y avait 3 groupes de travail qui avaient été mis en place. Et on a eu hier, hier le 12 mai, puisque nous enregistrons aujourd'hui 13 mai, on a eu effectivement l'annonce de quelques-unes des mesures qui sont préconisées, parmi lesquelles une évolution relativement majeure de la gouvernance, puisque aujourd'hui, donc le code du sport prévoit que les ligues professionnelles qui obtiennent une subdélégation de leur fédération pour gérer les compétitions professionnelles soient créées sous la forme associative, donc association loi 10. Donc hier, l'une des annonces majeures, eh bien, c'était que on allait aller probablement pour ce qui est du football professionnel, qui a créé une société commerciale, rappelons-le, pour gérer ses droits télé et marketing. Eh bien, on allait aller vers une société de clubs, c'est-à-dire un modèle à l'anglaise, hein, c'est-à-dire des clubs qui constitueront eux-mêmes une société, en détiendront chacun une partie, et donc une ligue qui ne fonctionnera plus comme elle l'est aujourd'hui sous la forme associative, mais sous la forme d'une société commerciale. Donc exit la LFP et donc dans cette nouvelle société, il y aurait les clubs, la FFF et CVC. L'idée, ça serait que, alors, a priori, hein, d'après les informations qu'on a à disposition, ça serait réservé aux ligues professionnelles qui ont d'ores et déjà constitué une société commerciale, ce qui est le cas uniquement de la Ligue de football professionnel aujourd'hui. Et donc l'évolution, ça serait qu'effectivement, on crée une nouvelle entité qui regroupe les clubs, la société commerciale actuelle, dont CVC évidemment est le principal, enfin est l'un des principaux actionnaires, il a un petit peu plus de 13% de cette société-là, et la FFF, avec donc des décisions stratégiques majeures qui seront prises par les clubs, ce qui est globalement déjà le cas aujourd'hui, hein, puisqu'au conseil d'administration de la LFP, c'est déjà les clubs qui prennent les décisions, mais c'est une évolution malgré tout. Et avec, c'est ce qui a été annoncé hier, un rôle important de la Fédération française de football qui pourrait avoir un droit de veto, si j'ai bien, si j'ai bien lu, sur des décisions stratégiques. Reste à savoir ce qu'on entend précisément comme décision stratégique, mais effectivement la FFF qui aurait peut-être un poids un peu plus grand à travers ce droit de veto. Bon, tout ça doit passer le tamis de la discussion législative, puisque pour mettre en place De la cette loi. nouvelle, il faut en passer par la loi, ce qui devrait être le cas, parce que Marie Barsac a annoncé qu'elle allait porter des propositions en ce sens dans le cadre de la future loi qui est déjà en discussion d'ailleurs aujourd'hui
qui a été proposé. Il faudra voir si ça passe le tamis des discussions parlementaires et ce qu'il en sort au final. La mise en œuvre serait a priori attendue pour la saison 2026-2027. Il faut un certain temps pour que tout ça soit voté. Année d'élection. Voilà. Benjamin, du coup, exit aussi le duo à la tête de la LFP, à savoir Labrune et Rouget, me semble-t-il, avec plutôt la nomination d'une gouvernance d'experts et pas des gens élus. Enfin, il y a aussi ce sujet-là qui vient dans la balance. Alors, effectivement, il y aura très certainement, enfin, il y aura vraisemblablement un changement de gouvernance, et donc des modifications très certainement en partie, des hommes. Et puisque tu parles d'élections, parce que 2026 et 2027, il y a des élections, mais il y a des élections à la fois forcément présidentielles en 2027, mais avant ça, il y a des élections municipales. Moi, il y a quelque chose que j'ai très peu entendu dans toutes ces discussions et qui pourtant me semble très important. C'est la place des territoires et la place des villes, parce que on oublie trop souvent de dire que celles qui souffrent aussi des turpitudes, comme on l'a dit, du football français, ce sont les collectivités territoriales, qui sont des gros soutiens des clubs, des soutiens financiers et surtout des soutiens en termes d'infrastructures. On entend relativement peu leur voix aujourd'hui dans le travail de territoire d'événements sportifs, qui est une des associations qui regroupe notamment toutes les grandes villes en charge des sports. Il y a dans leur nouveau plan stratégique la volonté de travailler aussi sur l'enjeu du sport professionnel. Et puisque la FFF veut se poser en garant de l'intérêt général, ça me semblerait important aussi d'intégrer au maximum les territoires, parce que ils sont complètement engagés dans ce sujet-là. Et quand il y a des turpitudes au niveau du foot français, ça rejaillit aussi sur les territoires qui investissent beaucoup, qui, en termes d'image, pour qui le football peut être très important. Et effectivement, on a l'impression que parfois, quand on parle du football professionnel, on parle de gros sous, on parle de président de club, on parle de fonds d'investissement, on parle de joueurs, mais on oublie qu'il y a un ancrage territorial qui est fort, qui est indispensable pour le football français et qui est même au cœur du football français. Donc moi, ce qui va m'intéresser aussi dans cette refonte du modèle de gouvernance, c'est de voir comment on va aussi faire en sorte de vraiment avoir un foot qui soit davantage au service de l'intérêt général, des passionnés, des territoires et de ceux qui le vivent au quotidien, parce qu'on a parfois certaines impressions de déconnexion entre justement le foot professionnel et la vraie vie de ceux qui aiment le foot. Si ça peut aussi améliorer les choses sur ce sujet, ça sera particulièrement important. Et que la Fédération française de foot se pose en garant de l'intérêt général, ça me semble assez logique. Et là-dessus, je laisserai Christophe abonder ou non, mais ça me semble plutôt dans l'esprit de la loi à la base et du code du sport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même dans l'esprit, on évoquait une subdélégation et on évoquait du coup une fédération qui subdéléguait l'organisation du sport professionnel, qu'on soit dans une gouvernance un petit peu différente, où le droit de veto soit plus affirmé et où la fédération se pose en garant. Moi, ça me paraît assez logique dans l'esprit du code du sport et dans l'esprit du sport français tel qu'il a été imaginé au départ. Donc tout ça me semble assez cohérent. C'est une forme de retour à la normale presque. Alors Ouais, encore une fois, je suis pas suffisamment juriste pour évoquer ça, mais en tout cas, ça me semble fidèle à l'esprit de la loi, de revenir sur un sujet comme ça. Je pense même, mais Christophe, encore une fois, tu m'arrêtes, que dans certains cas précis, il y avait déjà un droit de veto fédéral sur certaines décisions de la Ligue, et notamment sur certaines décisions que la Ligue pouvait prendre sur des décisions de compétition internationale quand c'était le cas. Et il y avait eu un cas entre la FFR et la LNR il y a quelques années. Bon, ça remonte à une dizaine d'années, mais où la Fédé avait euh, contre-décidé ce que la LNR voulait faire. Donc ça pouvait déjà exister. peut-être juste sur ce sujet, c'est un sujet hyper sensible, hein. Les relations Ligue-Fédé, c'est un vieux sujet, extrêmement sensible. Alors que ça se passe dans une meilleure harmonie et que la fédération puisse
avoir un mot à dire, ça paraît évidemment tout à fait légitime puisque c'est la fédération qui est délégataire du ministère des Sports et qui subdélègue à la ligue, aux ligues professionnelles. On parle d'un sujet qui ne concerne évidemment pas que le foot. Maintenant, là où il faut être vigilant, je pense, c'est qu'il faut, à mon sens, quand même un peu encadrer cette histoire de droit de veto, notamment pour éviter que des considérations personnelles d'hommes ou de femmes viennent un peu polluer les relations Ligue-Fédé. Parce que il faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Les ligues professionnelles travaillent globalement très bien. Elles sont très staffées et très compétentes pour organiser ce qui relève de leurs prérogatives, c'est-à-dire les compétitions professionnelles. Et parfois, on a pu avoir des situations où les ligues fonctionnaient pas très bien et les fédérations, pour le coup, apparaissaient plus vertueuses. On a aussi eu le cas inverse avec des fédérations qui ne fonctionnaient pas très très bien et où les ligues étaient plus vertueuses. Tu parlais du rugby. Quelques mois maintenant, on avait une gouvernance à la tête de la Fédération française de rugby qui a plutôt fait plus de mal que de bien et la ligue fonctionnait mieux. Et donc, en fait, il faut vraiment faire très attention sur ce sujet de droit de veto parce qu'il faut pas que ça vienne bloquer ou empêcher la ligue dans son travail, la future ligue, hein, là, quand on parle de foot, mais même les ligues qui subsisteront, hein, la ligue de rugby, de basket, de volley, peu importe. Et donc, il faut faire attention à bien encadrer ce sujet-là et que il n'y ait pas une forme de prise d'otage. Alors, avec tous les guillemets qui vont bien, parce que j'aime pas trop cette expression, mais de prise d'otage de la ligue par la fédération parce qu'un dirigeant fédéral voudrait se débarrasser d'un opposant élu à la ligue. Donc, que ça fonctionne dans plus de concertation, plus de collaboration, de discussion, oui, mais encadrons quand même un peu le sujet pour éviter que demain, il y ait aussi l'utilisation de ce nouveau cadre législatif pour régler des comptes personnels. Mais juste, pourquoi on en arrive là? Pourquoi la FFF reprend le sujet? En fait, il y a aussi des jeux d'acteurs dans tout ce qui s'est passé. Il y a visiblement une situation un cage, mais complexe au niveau de la Ligue de football professionnel, avec des clubs qui ne sont pas représentés au conseil d'administration, qui se plaignent de certaines décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Mais bon, ça, à la limite, c'est le fonctionnement démocratique classique. Hein. Je veux dire, ça pouvait arriver aussi dans un nouveau, et donc du coup, la FFF, à travers son président Philippe Diallo, s'est posé un peu en garant du bon fonctionnement du secteur d'ensemble et en particulier du football professionnel et a souhaité mettre en place ces états généraux, donc annoncés fin février, début mars de mémoire, le lancement de ces 3 groupes de travail et donc mettre sur la table cette réforme. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que cette réforme, elle est visiblement proposée à l'issue de ces 3 groupes de travail auxquels ont pris part les clubs, un très grand nombre de clubs. Donc il y avait des groupes dirigés par Damien Comolli, qui est président de Strasbourg, par Marc Keller, qui est président de Strasbourg, par aussi président d'Auxerre et puis par le président de Saint-Étienne. Baptiste Malherbe à Auxerre et président de Saint-Étienne. Et donc en fait, cette réforme, elle sort pas de la fédération, elle est visiblement le fruit du travail des clubs. Et donc il y a quelque chose qui est voulu, souhaité par les clubs et qui semble même voulu et souhaité a priori par la Ligue elle-même, puisque hier Vincent Labrune réagissait et ça reviendra sur le sujet des hommes de façon très rapide. Vincent Labrune réagissait en disant que c'était quelque chose qu'il souhaitait lui-même. Et c'est vrai que ce sujet de la création d'une société commerciale, Vincent Labrune s'était prononcé favorablement à ça et historiquement, les clubs souhaitaient aller vers cette évolution-là. Et donc sur les hommes, effectivement, par rapport à ta question, on ira vers visiblement un directoire révocable composé de professionnels qui seront rémunérés pour diriger cette future société, mais qui aura quand même une forme d'incarnation puisqu'il y aura, alors si ce n'est un président, ça sera peut-être un CEO à l'anglaise qui aura des pouvoirs et des prérogatives très étendues. Et en fait, aujourd'hui, parce que tu disais exit Vincent Labrune, exit Arnaud Rouget, oui, peut-être, mais non, peut-être pas, parce qu'en fait, rien n'empêchera éventuellement l'un et ou l'autre de pouvoir être des candidats crédibles à un poste de membre au sein de ce directoire. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais dans l'absolu, rien ne les empêcherait de candidater, voire même d'être désignés pour diriger ce futur directoire. En tout cas, pas sur un principe électif, mais sur un principe de nomination par les actionnaires. Super. Dans tout ce que j'ai entendu, j'ai pas beaucoup entendu parler du foot féminin qui se professionnalise. Là, j'étais à la demi-finale PSG Paris FC. Est-ce que ce modèle va percoler aussi sur le football féminin professionnel et va aussi percoler sur peut-être d'autres fonctionnements, d'autres ligues professionnelles françaises? Bon, on a surtout la LNV, la LNR, la LNB et la LFP. Il y en a d'autres, mais est-ce que ça peut être un modèle
d'inspiration pour le futur du sport français? Alors moi, j'en Bah, sais rien, pour répondre clairement, donc je vais laisser Christophe. Juste, il y a un signal qui est catastrophique actuellement, c'est que, certains clubs en difficulté financière, leur premier réflexe, c'est de chercher à vendre la section féminine, pour, pour gagner des ronds et s'en sortir financièrement et là, pour moi, on est dans l'hallucination la plus complète quand on entend ce genre de choses. On a presque envie de conseiller au club de faire l'inverse et de vendre la section masculine et de capitaliser sur la section féminine. Alors je caricature forcément, mais là, on a entendu quelques signaux qui sont quand même Je te très confirme. inquiétants sur ce sujet-là. Donc sur la gouvernance du foot féminin, je vais laisser Christophe réagir, mais en tout cas, on a eu quelques signaux qui sont ouais, qui sont inquiétants parce qu'on avait l'impression qu'on était dans un progrès relativement constant sur ce sujet, avec des clubs qui appuyaient de plus en plus leur section féminine. On avait l'impression que c'était devenu important pour leur image, dans la construction du club de manière générale, dans l'équilibre du club. On avait l'impression qu'il y avait une vraie montée en puissance. Alors certes, on était très 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 loin de l'équité encore ou évidemment de l'égalité de traitement, mais on avait l'impression que ça allait de mieux en mieux. Et là, on a l'impression d'avoir pris un grand coup de recul d'un coup. Donc, on va voir ce que ça donne. Et sur la gouvernance, laisse Christophe répondre. Le grand coup de recul, c'est pas mal ça. j'ai eu un peu peur dans le mais bon, sa langue n'a pas fourché, heureusement. Non, non, oui, sur la gouvernance, je vais te faire une réponse de Normand. Oui et non. Alors, Tu plutôt peux non avec dans moi, tu sais, je ouais, ouais, plutôt non dans un premier temps, parce qu'en fait, il y a déjà eu une évolution et on a créé la Ligue de football féminin professionnel, qui pour l'instant reste un organe interne à la Fédération française de football. Donc je dirais qu'à court terme, on va pas aller vers une évolution de celle qui est décrite pour le football professionnel masculin. En revanche, là où je réponds peut-être oui, c'est que on a entendu notamment Jean-Michel Aulas, qui est très actif dans ce sujet de gouvernance du football féminin, indiquer que potentiellement il pourrait être intéressant de créer une société commerciale pour le football féminin, dédiée au football féminin. Et si tel était le cas, et si un jour on devait avoir une extraction ou une sortie du football féminin du giron fédéral, eh bien, dans ce cas-là et dans cette perspective-là, peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir la création non pas d'une association loi 1901, c'est-à-dire une ligue sous forme associative, qui restera quand même toujours le sujet pour beaucoup de sports en dehors du foot, hein, mais la création d'une société de clubs. Et donc, il faudra voir effectivement si c'est bien le cas du football féminin. Et si tu me permets juste une petite incise, donc évidemment d'accord avec ce qu'a dit Benjamin, c'est un signal assez catastrophique, mais qui voilà, dans un contexte où les clubs cherchent soit des économies, soit des nouveaux revenus, bah il y a une brèche qui a été un peu ouverte par l'Olympique Lyonnais il y a quelques mois, puisque l'OL a été le premier à vendre sa section féminine. Avant, c'était pas possible puisque la section féminine n'était pas dissociée de la section masculine. Une brèche a été ouverte, donc là il y a d'autres clubs qui veulent s'engouffrer dans cette brèche pour vendre leur section féminine. Si des investisseurs sont intéressés par l'achat et s'ils veulent porter des projets de développement, peut-être que ça peut être un mal pour un bien, parce que ça peut être des investisseurs convaincus qui vont développer le secteur. Mais ça, il faudra voir, évidemment, à l'usage. Et toute petite parenthèse, puisqu'on parle de ça, et je sais que tu y es très sensible parce que tu l'as accueilli, je voudrais saluer l'immense carrière de Gaëtan Tiné, qui a fini sur cette défaite face au PSG, mais qui finit aussi et surtout sur une magnifique victoire en Coupe de France. Bravo tout à fait. Gaëtan et belle retraite. Ouais. Et je peux te dire que le match PSG-PFC là, d'ailleurs, je lui avais envoyé un petit message. Franchement, pour quelqu'un qui part à la retraite, elle était quand même bien au-dessus du lot sur pas mal d'aspects. Donc je me dis, mais en fait, elle pourrait encore jouer longtemps. Euh, Malheureusement, je voudrais bien continuer encore sur ce sujet, mais il faut aborder un autre sujet qui a trait à la LFP. C'est récemment la nomination de Taverneau, qui est l'ancien patron d'M6, pour gérer LFP Média et pour gérer ce sujet des droits médias qui sont un petit peu au fond du trou. Et puis l'avènement de ce marronnier un petit peu qu'on a depuis quelque temps, c'est la création de cette chaîne de la LFP, le DAZN propriétaire ou le Canal+ propriétaire, je sais pas comment l'appeler, mais l'idée c'est d'avoir sa propre chaîne direct to consumer, comme on dit souvent. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce projet-là? Peut-être d'abord sur Taverneau, Benjamin ou Christophe. Moi, sur les deux sujets, je vais laisser encore une fois, hein, Christophe connaît bien mieux ces sujets que moi, mais à Taverneau et pour la ligue propriétaire, je dirais simplement bon courage.
Pour la chaîne propriétaire. Ouais, bien sûr. Donc oui, il va falloir du courage parce que c'est un saut un peu dans l'inconnu. Ce système de chaîne ou de plateforme dirigée en direct aux consommateurs, effectivement, c'est plutôt testé par les ligues sur des marchés secondaires, pas forcément sur le marché principal. Donc effectivement, c'est un saut dans l'inconnu pour ce qui nous concerne, mais c'est quelque part peut-être aujourd'hui la seule issue. Parce que les droits avaient été attribués l'été dernier dans un contexte de concurrence absolument nulle. Et donc il y avait eu un montant forcément très faible, enfin très faible, quand même de quelques millions d'euros, hein, centaines de millions d'euros, mais pas au niveau des attentes. Et aujourd'hui, le contexte concurrentiel n'est pas plus fort. C'est-à-dire qu'on voit pas aujourd'hui si la LFP devait recommercialiser de façon classique ses droits, on voit pas tellement qui viendrait pour les acheter. Donc c'est quasiment la seule possibilité. Elle offre plein d'opportunités pour moi parce que ça va permettre peut-être de moduler davantage les offres pour les adapter véritablement aux attentes des clients consommateurs, que ce soit des ultra fans de foot ou des fans plus éloignés, des fans d'un club ou des fans de grands matchs. Et donc on peut imaginer LFP Media ou demain cette société de club proposer des packages, y compris pourquoi pas du pay-per-view, mais aussi des packages de clubs, des packages top 10, des packages top 5, des packages fin de championnat, des packages début de championnat, enfin peu importe, tu peux proposer plein de choses diverses et variées. Donc ça offre pas mal de possibilités. La question qui se pose, c'est, enfin il y en a plusieurs, mais l'une des questions, c'est quelle rentabilité à court terme, puisqu'en fait au début, ça va être des coûts, hein. Il va falloir éditer une chaîne, donc ça va être plusieurs dizaines de millions d'euros de coûts. Ensuite, les abonnements vont être lancés et donc à partir de ce moment-là, on va commencer à tendre vers l'équilibre, mais on n'y sera pas tout de suite. Une fois on sera à l'équilibre, il faudra générer un certain nombre d'abonnements pour aller générer des revenus et donc redistribuer au club. Donc ça veut dire que entre le moment où tu lances et le moment où tu redistribues de l'argent au club, il se passe un moment qui peut être plus ou moins important et donc qui peut mettre l'économie des clubs un peu sous pression. Donc il faudra voir comment ça s'opère. Et quant à De Taverneau, honnêtement, bon, moi, Benjamin Morel, honnêtement, j'ai pas d'avis sur ses qualités professionnelles. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on lit parce que c'est quelqu'un qui a un beau parcours dans le sport professionnel. Je pense pas qu'il soit dénué de toute qualité. Et je pense qu'il fallait maintenant quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui fédère, qui ait une image plutôt positive. Et c'est vrai que Nicolas Taverneau, à travers son passé dans les médias et son Et passé qui a dans un le gros football, leadership. avec un énorme leadership, coche pas mal de cases. Et ça peut être la personne qui va remettre un peu tout le monde autour de la table. Voilà, sur le projet de plateforme LFP, il y a aussi des associations possibles avec des partenaires, dont peut-être Canal+, qui semblerait peut-être intéressé pour distribuer la plateforme, hein, pas pour payer des droits, mais pour la distribuer. Peut-être DAZN. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut amener un peu plus de consensus, du calme, de la sérénité, parce que c'est ça en fait qu'il faut aussi ramener dans tous ces débats. Et juste Pierre pour ajouter par rapport à ça, il y a quelque chose qui choque beaucoup d'observateurs depuis des années avec la Ligue de football professionnel, c'est d'être extrêmement conservateur sur la diffusion des images et notamment des plus belles images, des best-of, c'est-à-dire que globalement, les Français ont très peu accès aux buts magnifiques, aux superbes parades, aux images du foot de manière générale, là où quand il y a un panier au buzzer en NBA, on a l'impression que ça fait le tour du monde en quelques dizaines de secondes. Moi, je pense que c'est un sujet qui est indispensable pour redonner envie au maximum de personnes de regarder la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est qu'à un moment donné, plutôt que de protéger ces images à tout prix et de les rendre payantes, il faut les diffuser au maximum pour redonner envie. Je pense qu'à titre personnel, je ne suis pas abonné à DAZN et je ne suis pas sûr d'avoir vu plus de 5 images de Ligue 1 depuis le début de la saison. Que je suis quand même globalement pas mal le sport et donc je pense que c'est un vrai sujet et que c'est un axe de travail aussi qui est important et qui va peut-être être en partie débloqué avec ce sujet de chaîne propriétaire. Il n'est pas directement lié, mais j'ai l'impression qu'il y a voilà, il y a toujours une volonté de liée aussi au fait que les droits étaient vendus très cher, mais de protéger ces images, alors que peut-être que c'est l'effet inverse qui serait entraîné par le fait de diffuser davantage les images et au contraire avoir plus d'abonnements et plus donner plus envie. Après, les deux sont compatibles, hein. Tu as cité la NBA, mais la NBA a réussi à vendre très cher Bien ses sûr. droits broadcast, mais à ouvrir très fort la diffusion, notamment social media, des highlights
quasiment dans l'instantané, quoi. Presque après le quarter, t'as déjà la diffusion de ce qui s'est passé dans les 10 premières minutes. Super, bon, on va continuer de parler un petit peu de foot parce que pour la première fois depuis, je crois, plus de 30 ans, il y aura 2 clubs parisiens en Ligue 1. J'ai l'impression que c'est un projet qui était attendu par le foot depuis très longtemps. À part le fait qu'en effet, le Paris FC va jouer à Jean-Bouin, qui est à 44 mètres du Parc des Princes, quel autre impact va avoir l'arrivée du Paris FC sur la Ligue 1, impact économique, social, culturel? Qu'est-ce qu'on peut en fait attendre de ça finalement? C'est déjà la correction d'une forme de, pas d'une inégalité, mais d'une forme ouais, D'anomalie. d'anomalie, parce qu'effectivement, quand tu parles de Paris, qui est l'une des principales métropoles mondiales, n'avoir qu'un seul club dans la compétition professionnelle de football, c'est quelque chose qui est relativement anormal. À Londres, il y en a 7 ou 8. En première ligue, au Brésil, à Rio, il y en a 5 ou 6. Partout, il y a plusieurs clubs. Donc on corrige une forme d'anomalie. Le marché parisien a la capacité économique, commerciale et surtout la base de fans pour soutenir assez largement 2 clubs professionnels de football. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Déjà, ça va un peu événementialiser la Ligue 1 puisque tu vas avoir un derby parisien. Au-delà des derbys Lyon-Saint-Étienne, PSG-OM, etc. Là, tu vas avoir PFC-PSG. Et effectivement, avec un match aller qui se jouera au parc, un match retour qui se jouera au stade Jean-Bouin ou inversement, mais bon, il faudra juste traverser la rue. Et donc ça, c'est pour justement par rapport au sujet dont on parlait, de valorisation du produit, de storytelling, etc. Tu vas pouvoir capitaliser aussi là-dessus. Et ce, d'autant plus que le PFC, même s'il est détenu par l'une des principales familles en termes de richesse, principale famille française, semble avoir opté pour un credo un peu différent en termes de positionnement marketing par rapport au Paris SG. Donc on va avoir une forme de choc entre le PSG et ce qu'il représente, un club finaliste et peut-être vainqueur de la Ligue des Champions, qui a développé ses revenus qui approchent maintenant 900 millions d'euros, très très phénomène de starification à tous les niveaux, et le PFC qui semble vouloir porter un peu autre chose. Donc voilà, pour la Ligue 1, ça va événementialiser, ça va permettre de faire un peu de storytelling, d'aller créer des choses un peu nouvelles et ça corrige une anomalie. Maintenant, c'est pas ça non plus qui va révolutionner le produit Ligue 1. Ça vient juste quelque part mettre un atout supplémentaire dans la manche de la future LFP. Sachant qu'au PFC, il y a Rai, un ancien du PSG, et Michel Denisot, un ancien président du PSG, qui sont des figures assez importantes et qui vont prendre pas mal sans doute de puissance dans l'organigramme du PFC ces prochaines semaines et mois. Juste sur ce sujet, Pierre, parce que en partant au week-end pour vous raconter ma vie, jeudi dernier, en écoutant la radio publique française d'information classique, j'ai entendu un économiste non spécialisé dans le sport commenter les investissements de Xavier Niel ou l'exactement du PFC en disant que c'était des investissements uniquement à perte et uniquement statutaires pour des groupes importants et ça m'a un peu voilà heurté d'entendre ça. Je ne pense absolument pas que les gens qui investissent dans le football aujourd'hui investissent à perte. On a eu des gros investissements à perte de gens qui ont payé très très cher pour avoir des équipes compétitives et peut-être remporter la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est le cas du Qatar derrière Nasser, qui a investi beaucoup d'argent, mais globalement la valeur des clubs de foot est potentiellement exponentielle et peut augmenter énormément. On n'oublie pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné énormément d'argent en investissant dans Liverpool, par exemple, il y a 10 ans, notamment des stars de basket américains. Et aujourd'hui, je pense que investir dans le football, y compris
pour des grandes familles industrielles françaises ou des grandes familles d'entrepreneurs français, ce n'est pas un investissement à perte et ce n'est pas dépenser de l'argent. C'est investir de l'argent dans un marché qui va continuer de croître fortement ces prochaines années. C'est pas parce qu'il y a eu des turpitudes actuelles, comme on l'a dit au début, que c'est pas un marché en pleine explosion. Et je pense plutôt que c'est intéressant financièrement de capitaliser sur le foot aujourd'hui. Donc voilà, ça me semblait important de le rappeler. À mon avis, le PFC sera valorisé beaucoup plus cher dans quelques années qu'il ne l'a été aujourd'hui. On passe au troisième sujet. Il faut qu'on avance, messieurs. Mais un sujet ô combien important, puisque le 19 juin, je crois, hein, sera élu un nouveau patron ou une nouvelle patronne du Comité national olympique du sport français. On a 2 personnes qui se sont positionnées et qui semblent être les favoris, à savoir Amélie Oudéa-Castéra, qui est l'ancienne ministre des Sports, et Didier Séminet, qui est le patron de la fédération de baseball, softball, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur les programmes et les enjeux derrière cette élection et derrière ces 2 personnalités? On peut se Benjamin. dire déjà que c'est bien d'avoir ces 2 candidats qui connaissent bien le sport français. Didier Séminet est dans le secteur du sport français, président de fédération depuis des années. C'est je peux le dire, un des tout premiers clients d'Albia Conseil quand Albia s'est monté. Il a été secrétaire général du CNOSF. Il connaît bien les enjeux. Il travaille sur aussi la diffusion des nouvelles pratiques avec le baseball à 5. Et ça, c'est des sujets intéressants aussi parce que c'est pas des sports qui sont ancrés uniquement dans une tradition et avec une volonté aussi de travailler sur des nouveaux modèles économiques, sur tout simplement une nouvelle place pour le CNO. Beaucoup de travail autour de la mutualisation dans son pré-programme de ce qu'on a pu voir. Et puis bien sûr Amélie Oudéa-Castéra qu'on connaît très bien avec à la fois ce côté ancienne athlète parce qu'elle a été athlète jusqu'à ses 18 ans, dirigeante dans le mouvement sportif français puisqu'elle a été directrice générale de la FFT et puis évidemment ministre des Sports. Donc 2 belles candidatures pour le CNOSF. Les pré-programmes, on peut pas encore en dire énormément de choses. Sans faire aucune injure aux 2 candidats, au contraire, parce que ils ont tous les 2 une grande valeur, mais ils cochent un petit peu toutes les cases à date. C'est-à-dire que on évoque un petit peu tous les sujets importants, le sujet du bénévolat, le sujet du club de demain, le sujet du modèle économique, le sujet de la gouvernance transparente et équilibrée, le sujet du poids du CNOSF de manière générale. Il y a un peu plus, j'ai l'impression, dans le pré-programme d'Amélie Oudéa-Castéra de notions autour de la place des athlètes, de la place de l'innovation, de la place de la prospective. Et puis dans le programme de Didier Séminet, vraiment beaucoup de choses autour de la mutualisation entre fédérations et vraiment de cette volonté d'avoir des services communs pour les fédérations. Pourquoi cette élection elle est importante? Parce que bien sûr on a eu une gouvernance du CNOSF qui a été un peu plus compliquée que prévu ces 4 dernières années, avec l'épisode Brigitte Henriquez forcément qui a quitté et puis David Lapartien qui était pleinement légitime mais qui était un président voilà qui voulait que tout se passe bien dans la perspective des Jeux mais qui n'était pas un président du CNOSF qui voulait révolutionner les choses. Preuve en est qu'il n'a pas recandidaté derrière. Donc aujourd'hui, on est sur l'élection post-jeu, mais aussi pré-jeu 2030, avec et les 2 candidats le disent très bien dans leur pré-programme, une place que peut prendre ou que doit prendre le CNOSF, plus importante encore dans la gouvernance du sport français et dans la gouvernance partagée du sport français. Donc l'enjeu véritable, il est celui-là. Quelle place pour le CNO dans toutes les décisions liées au sport français? Quelle place pour le CNO pour peser sur les budgets des sports, pour peser sur les grandes décisions, pour peser sur certaines révolutions qui doivent être faites dans le sport français, sur l'accès aux pratiques pour tous notamment. Et donc c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines semaines, voir comment tous ces projets vont s'affiner avec à la fois toujours une complexité. C'est que bien sûr, et ça rejoint presque le premier sujet de gouvernance qu'on a évoqué. À la fois, ces présidents du CNO sont élus par tous les présidents, ils doivent être au service
de tous ces présidents, mais à la fois pour avoir un CNO fort, il faut avoir un CNO qui se place au-dessus de toutes ces fédérations et qui soit capable aussi d'impulser et de dynamiser les choses au sein de toutes les fédérations. Donc c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on est élu directement au sein des fédérations, mais pour pouvoir prendre plus de poids, il faut avoir aussi une capacité de décision à la place, entre guillemets, des fédérations pour imposer certains points de vue, certaines décisions. Donc on va voir comment tout ça se déroule dans ces prochaines semaines. En tout cas, beaucoup d'ambition a priori chez les deux candidats et ça c'est quelque chose qui est forcément intéressant et donc on va suivre avec beaucoup d'attention. Christophe, tu voulais réagir? Non, bah Benjamin était très complet et je suis globalement d'accord avec ce qu'il a dit. Ce qui est bien, c'est qu'on a effectivement 2 candidatures. Il aurait été dommage d'en avoir qu'une seule. Il aurait été peut-être aussi dommage d'en avoir 5 ou 6, comme ça a pu être le cas précédemment. Donc là, on a 2 candidats, deux bons candidats, avec des profils différents qu'il faut pas opposer. Je crois qu'il y a aussi voilà 2 visions différentes qui s'affrontent sur ce que doit être le CNOSF. Une candidature d'une Amélie Oudéa-Castéra assez fidèle à son image. C'est-à-dire quand on lit les pré-programmes, on peut pas analyser vraiment le fond parce qu'effectivement ça coche beaucoup de cases et c'est relativement consensuel et large, mais c'est conforme à, je dirais, à sa personnalité. C'est carré, c'est bien rédigé, c'est assez bien détaillé. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pages qui sont disponibles librement d'ailleurs sur le site du CNOSF. Donc on n'est pas surpris. Elle a lancé visiblement plusieurs consultations. Là, il y a trois, je crois, 3 ateliers qui vont être organisés, qui sont ouverts à tous pour venir faire part de la vision pour le CNOSF. Et donc ça permettra effectivement peut-être d'embarquer tout le monde parce qu'il y a ce sujet d'être le président de l'ensemble des fédérations et pas que le président des fédérations olympiques. Donc il faut être le président de l'ensemble du mouvement sportif. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a Didier Séminet, son passé, même son présent de président de fédération, sa connaissance du secteur, du fonctionnement d'une fédé. Évidemment, Amélie Oudéa-Castéra là aussi, mais de façon peut-être différente. Enfin, voilà, donc il reste un mois à peu près hein, avant Mmh. l'élection du CNOSF. Faisons en sorte d'utiliser ce mois-là pour brasser beaucoup d'idées et puis pour arrêter un projet collectif, parce qu'en fait, la présidence, ça n'est que l'incarnation du projet collectif qui doit être porté pour faire en sorte de renforcer ce mouvement sportif français. Et il en a bien besoin, notamment dans le cadre du contexte un peu compliqué que nous vivons sur le plan économique. Donc voilà, que le meilleur gagne et puis que les idées s'affrontent plus que les hommes et les femmes. Avec une spécificité qu'il faut relever quand même hein, dans l'élection et dans le cadre de l'élection, c'est que à la fois il y a une élection directe du président et à la fois il y a par ailleurs une élection du conseil d'administration. Donc ça, on va voir aussi ce que ça donne au final, parce qu'il va falloir bien sûr que le président ou la présidente élue en direct puisse s'appuyer sur un conseil d'administration qui aille aussi dans le sens de ce qu'il ou elle a décidé. Et donc ça, on va voir aussi comment ça s'articule derrière. C'est quand même enfin, voilà une particularité parce qu'on a eu plutôt l'habitude de voir l'élection d'un conseil d'administration qui élisait en son sein le ou la présidente, et donc là on est sur quelque chose d'un petit peu différent qui va être également intéressant à observer. Ouais, et là-dessus, tu as raison, Benjamin. Et tu parlais tout à l'heure de la présidence de Brigitte Henriques quelque part, la présidence de Brigitte Henriques, indépendamment de tout ce qui a pu être dit ou écrit, hein, elle a aussi été je pense, perturbée par ce qui s'est passé au moment de l'élection au conseil d'administration, avec certaines fédérations qui ont pu être écartées à un moment plutôt que d'autres. Et quelque part, je pense que c'est peut-être ça qui a contribué à faire en sorte que cette gouvernance soit délicate, parce que ça n'a pas permis d'embarquer tout le monde. Et là, je pense que vraiment, il faudra que ce soit Didier Semminet ou que ce soit Amélie Oudéa-Castéra, qu'ils arrivent à embarquer l'ensemble du mouvement sportif français. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des divergences Super. ou des vues différentes, mais il faudra embarquer tout le monde. En vous écoutant, je me disais quelqu'un qui découvre le podcast là et qui commence à se mettre dans le milieu de l'écosystème du sport, il me dit mais il y a combien d'instances de gouvernance, il y a combien d'entités, il y a combien d'élections, c'est un bazar pas possible. Et en plus, le 5e point qu'on veut aborder, c'est le comité stratégique du sport français. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est ce comité stratégique du sport français, en quoi il a aussi un pouvoir et il décide des priorités sur le sport en général, et pourquoi il vient se mettre en couche supplémentaire, inférieure, latérale, Non, connexe, de tout ce qui existe?
on parle d'un sujet complètement différent. On parle du comité stratégique de la filière économique du sport. Donc on est vraiment sur un sujet différent. Il faut juste rappeler par rapport à ça, et c'est quand même très intéressant, qu'il y a encore 10 ans, le sujet de l'économie du sport n'était pas traité comme un sujet à part entière. La création d'un bureau de l'économie du sport au sein du ministère des Sports, c'est 2012 ou 2013, et la création de cette filière économique qui arrive par la suite, c'est 2015, justement avec une filière économique du sport qui est considérée comme telle par 3 ministères, par le ministère des Sports bien sûr, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère de l'économie et des finances. Donc c'est la reconnaissance du fait qu'il y a une filière économique du sport à part entière, avec aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de l'économie du sport qu'on connaît, qui sont légitimes et qui travaillent sur le fait de faire en sorte que cette filière soit reconnue et puisse travailler dans les meilleures conditions. On connaît bien sûr l'Union Sport et Cycle, par exemple, qui fédère l'ensemble des entreprises du secteur. Et puis plus récemment, on a aussi le collectif de Sportec, par exemple, qui fédère aujourd'hui Benjamin, l'ensemble des... Oui, ouais, je t'interromps, mais en fait, je par t'en rapport à la prie. question de Pierre, mais c'est pour te faire rebondir, ça permet aussi de casser cette logique de silo, cette filière. Parce que justement, tu mets autour de la table des organisations différentes pour que ça travaille ensemble. Donc c'est plutôt justement pour casser cette logique-là. Exactement. Et du coup, cette filière économique, elle a vraiment œuvré pour la reconnaissance, encore une fois, de cette économie du sport. C'est quelque chose qui est essentiel. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu une volonté de réactiver cette filière qui a eu un petit peu moins d'activité, on va dire, à partir de... Elle a eu une vraie activité pendant le Covid parce qu'il fallait que les acteurs de l'économie du sport puissent travailler ensemble. On va dire que post-Covid, il y a eu un peu moins d'activité. Ça a été réactivé avant les Jeux. Et donc là, il y a eu cette première réunion post-jeu en identifiant un certain nombre de sujets sur lesquels il y avait une volonté de travailler, notamment l'international, avec des nouveaux clubs France des entreprises du sport qui vont être créés dans plusieurs pays, notamment les États-Unis et l'Australie, parce que forcément, il y a les futurs Jeux, il y a une expertise française sur laquelle il faut capitaliser. C'est un des enjeux de l'héritage des Jeux, c'est que les entreprises qui ont pu travailler dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et notamment les entreprises françaises, puissent partager leur expertise à l'avenir dans beaucoup de grands événements sportifs, et notamment dans les Jeux. Je crois qu'il y a aussi un club France en Arabie Saoudite, puisqu'on sait que l'Arabie Saoudite va travailler sur ce sujet. Il y a le sujet de l'innovation du sport. On en parlait avec cet accélérateur du sport qui a été mis en place au sein de la BPI et qui a priori est prolongé pour plusieurs années. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont un petit peu différents et importants, comme la promotion du fabriqué en France. On sait que ça participe au sujet de la réindustrialisation de manière générale, et puis dans cette période où le commerce international est un petit peu chahuté, le fabriqué en France est aussi un enjeu, tant d'un point de vue du développement durable que de la souveraineté. Voilà pas mal de sujets qui ont été réabordés et toujours une dynamique qui est importante. Encore une fois, faut pas oublier que l'économie du sport, il y a plus de 10 ans, n'était pas considérée par Bercy ou par le MAE comme un sujet à part Affaires entière. étrangères. Ouais. Aujourd'hui, ça l'est, et ces comités stratégiques qui peuvent apparaître comme une couche supplémentaire. Bah oui, mais c'est aussi le moyen de mobiliser ces ministères qui n'ont pas l'habitude de parler de sport autour du sujet sportif, et c'est en ça qu'ils sont importants et essentiels. Je me fais l'avocat du diable pour que vous puissiez expliciter justement. Christophe, vous voulez revenir peut-être sur ça? Ou alors, comme on approche de la fin, on attaque une dernière actu qui est pas très réjouissante, qui est la baisse des subventions, qui est du coup un mouvement un peu général et qui a été mis en avant par le dernier rapport des Hans. Écoute, non, sur la filière économique du sport, moi je trouve que c'est hyper important que les acteurs se regroupent, travaillent ensemble, valorisent la place du sport en France et la place de la France à l'international. Donc, je pense que c'est très bien que cette filière soit réactivée, et les priorités fixées pour 2030 me semblent aller dans la bonne direction. Il faudra juste, comme l'indiquait Benjamin, faire en sorte que ça puisse vivre sa vie. Ouais, sur le contexte économique, il est délicat, on en parlait déjà, mais l'Association nationale des élus en charge du sport a publié son premier baromètre des subventions publiques locales, et les résultats sont assez inquiétants, voire très inquiétants, puisque, bon, bah, sans surprise, le contexte économique au niveau des collectivités territoriales est compliqué, notamment parce qu'il y a une baisse des dotations de l'État vers les collectivités, que ce soit sur du fonctionnement ou sur de l'investissement.
Et en ricochet, les collectivités doivent faire des choix et ces choix se font visiblement pas forcément toujours en faveur du sport, puisque bon, dans les grands chiffres clés qui sont sortis, qu'on peut retrouver sur Internet, ben, voilà, les collectivités annoncent quand même enfin une grande partie, une baisse des budgets consacrés au sport, annoncent avoir annulé ou mis en pause des projets d'investissement dans les infrastructures sportives, alors même qu'on sait qu'il y a un immense sujet ici pour faire en sorte qu'on ait, assez d'infrastructures, 2 des infrastructures en qualité suffisante pour accueillir les pratiquants sportifs, et 3 qu'il y a un sujet aussi tout simple, entre guillemets, de rénovation thermique ou de rénovation énergétique. Donc il y a voilà, c'est absolument pas favorable. Et puis au-delà de ça, voilà, des collectivités qui réduisent aussi leurs effectifs affectés au sport. Donc en fait, le premier partenaire public du sport, ça reste les collectivités territoriales, et ce premier partenaire public, bah, fait part de perspectives qui sont plutôt sombres, alors même que effectivement on est dans cette phase d'héritage des Jeux qui s'est ouverte il y a quelques mois maintenant, et donc ça c'est plutôt inquiétant. Bon, il faut pas d'inquiétant, il faut pas non plus totalement, complètement dramatiser, notamment parce que, bah, comme l'avait bien montré aussi une étude qu'on avait fait nous au CDES avec nos petits camarades d'Olbia Conseil, le sport se finance majoritairement sur fonds privés. Donc ça veut pas dire que c'est la fin du sport, mais ça veut dire qu'il va falloir probablement réussir à vivre avec peut-être moins de subventions qu'il y avait jusqu'à présent. Donc pousser effectivement à une rénovation du modèle économique, aller vers de nouvelles offres, parler du club de demain qui figurait dans les programmes de certains candidats ou des candidats au CNOSF, bah, Mmh. ça va imposer quelque part d'aller vers cette réflexion-là. Moi, je crois vraiment qu'il y a de la place pour ça, mais c'est vrai que ce qui est toujours compliqué, bah, comme pour le sujet LFP, c'est le sujet de la transition, c'est comment on passe d'un modèle à un autre, et ça peut être effectivement difficile. Je pense effectivement qu'il faut pas stigmatiser les collectivités territoriales parce que globalement, elles font des choix budgétaires compliqués sur tous les sujets et pas Mmh. que sur le sport. Mmh. Néanmoins, et c'est très important ce qu'a dit Christophe, on a répété pendant des années que un des éléments de l'héritage des Jeux, c'était la place que les collectivités allaient accorder au sport et commencer à accorder au sport grâce notamment à la visibilité des Jeux. Sur ce point-là, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit, bah non, l'idée c'était pas celle-là. C'était bien que grâce aux jeux et grâce à toute la dynamique enclenchée autour des jeux, on ait une place qui soit de plus en plus forte pour le sport dans les collectivités. Et là, on a l'impression, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure aussi, d'un petit coup de recul. Bon, Ouais, mais messieurs. ça rejoint peut-être juste un tout petit mot de conclusion, mais ça rejoint le sujet aussi que le sport arrive à faire la démonstration de ce qu'il apporte à la société. Nous, je pense qu'on est tous les 3 convaincus que le sport apporte énormément à la société. Maintenant, bah, il va falloir peut-être le démontrer encore plus, de façon encore plus objectivée, parce que, bah oui, dans un contexte de contraction budgétaire à tous les niveaux, bah, c'est aussi les organisations qui vont réussir à démontrer leur importance, leur efficience, leur place capitale dans notre société, qui arriveront à tirer peut-être plus de subventions et de financements, et qui développeront aussi davantage leur financement privé. Donc voilà, il y a ce sujet aussi de l'évaluation et de faire en sorte de démontrer toute l'utilité qu'on a pour la France et pour la société française. Ça sera le mot de la fin, cher Christophe. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve dans un petit mois après l'élection de le président du CNESF, et je suis sûr que d'ici là, il y aura encore eu plein d'actus sur lesquels on pourra débattre. Je vous remercie. À très bientôt. À bientôt, Pierre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre Dream Team. Je compte sur vous pour avoir de plus beaux épisodes encore à chaque fois. Salut!